bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là si nombreux ce soir. Donc, je suis Véronique Jal, je travaille pour le Connecteur, qui est un média local qui s'intéresse au sujet d'innovation, d'entrepreneuriat et puis plus largement de transformation sociale. Et ce soir, j'ai la charge d'animer cet échange autour du sujet choisi par la CARSAT, donc autour de la Silver Economy, innovation, prévention et bien vieillir, avec un sous-titre qui est comprendre les besoins des seniors pour faire émerger les solutions de demain. Et c'est vraiment autour de ce sujet que nous allons échanger ce soir. On parle beaucoup, de plus en plus, et sans doute de plus en plus encore, de la transition démographique, qui n'est plus du tout un sujet prospectif, qui est une réalité, qui va encore s'accélérer. Et c'est une réalité qui transforme beaucoup de choses, nos modes de vie, notre manière d'occuper les territoires, les modèles économiques aussi, c'est des sujets qu'on abordera, dans la manière de répondre en fait à ces enjeux. Donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de challenges à relever et de défis à contourner. C'est autour donc de ce sujet que nous allons entendre les différents participants. Et dans la volonté de la CARSAT Auvergne d'organiser ce temps d'échange, il y avait cet objectif de pouvoir s'adresser à des publics très divers, que ce soit des étudiants, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des acteurs du territoire, ou des curieux et intéressés. Et peut-être, avant de vous présenter nos intervenants, on pourrait faire à main levée qui est dans la salle pour qu'eux aussi sachent à qui ils s'adressent. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des étudiants qui font des études en lien avec ces sujets ou pas? Pas d'étudiants. Okay. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets? Alors, dans porteurs de projets, on va dire une main, 2, très bien, 3, 4, voilà, 5, 6, parfait. Donc, porteurs de projets qui peuvent être en émergence ou peut-être déjà lancés. Après, il y a sans doute des représentants de ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire du réseau, ça peut être des financeurs, ça peut être des dispositifs d'accompagnement. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Et s'il y en a, peuvent-ils lever la main? Ok. Voilà, une belle proportion aussi. Et puis enfin, est-ce qu'il y a des curieux? Des gens qui n'ont pas fait profession. D'accord, très bien. Et bien écoutez, j'espère que maintenant que vous voyez un petit peu le panel de participants que nous avons, on essaiera de répondre au mieux à vos questions et puis de garder du temps en fin d'échange pour répondre à vos questions individuelles. Donc on va essayer de tenir le timing, donc voilà, chacun temps de parole, bref, efficace. Et donc voilà, je le disais, des challenges à relever, des défis à contourner. Et donc ce qu'on va évoquer avec les différents acteurs qui ont été réunis ce soir, c'est à la fois des exemples très concrets. On a donc ReflexTime et Coucou Visio, on vous expliquera ce que cachent ces deux noms, qui sont donc des entrepreneuses sur ce secteur-là. On va également, qui sont aussi lauréates, il y a une histoire aussi avec la CARSAT, puisqu'elles sont lauréates des Trophées de l'innovation 2024. Mais on va aussi croiser d'autres regards avec des acteurs qui accompagnent, qui financent, qui expérimentent ou qui permettent en fait de créer les conditions d'expérimenter ces différentes solutions. Voilà, l'objectif, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une innovation fonctionne, prend, qu'elle trouve son public ou pas, et ce qui permet de passer de l'objectif, de l'idée, au développement d'un usage. Et puis voilà, peut-être que parmi les porteurs de projets potentiels, l'idée c'est aussi de donner quelques clés, quelques conseils, de partager en tout cas de l'expérience. Donc voilà, pour cela, la CARSAT Auvergne a réuni un plateau d'intervenants avec des regards très différents et très complémentaires, où chacun a sa place en fait dans cette chaîne de valeur. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va accueillir Jean-Christophe Krully, qui est donc le directeur de la CARSAT, pour nous expliquer pourquoi la CARSAT a pensé pertinent d'organiser cet événement et quel est son rôle. Peut-être vous pouvez le rappeler en 30 minutes. Je laisse ma place. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre téléphone portable.
Oui, je me demande moi aussi que fait la CARSAT. Pour être beaucoup plus sérieux, merci beaucoup. Je ne serai pas très long en principe dans mon discours. Bonsoir à toutes et à tous. Donc en fait, c'est la semaine de la Clermont Innovation Week que je vais faire en français. Et donc on est ravis de vous accueillir, la CARSAT Auvergne est ravis de vous accueillir pour cette rencontre qui est consacrée à la cyberéconomie, à l'innovation et à la prévention du bien vieillir. Donc comme on vient de le faire en mode teasing, on est un organisme de sécurité sociale et souvent on nous identifie à la retraite, le versement des pensions de retraite. On nous identifie aussi sur la prévention des risques professionnels. Mais notre mission consiste aussi à agir en amont du phénomène global pour favoriser le maintien à domicile, l'autonomie, le bien vieillir et soutenir toutes les dispositions qui pourraient faciliter le quotidien des seniors. Et donc, vous le savez certainement, mais en 2030, et 2030 c'est réellement demain, les personnes de plus de 60 ans seront plus nombreuses que les personnes qui ont moins de 15 ans. Et ce sera la première fois qu'on sera confronté à cette situation. Et cette évolution démographique qui est connue, qui est prévue, qui est inscrite dans le temps, s'accélère. Et elle constitue un défi majeur pour l'ensemble des acteurs de la sphère sociale et donc pour la CARSAT, puisque ça fait partie de une mission. Il s'agit d'un défi humain, d'un défi de santé publique, il s'agit aussi d'un défi économique et financier. Donc face à tous ces enjeux, préparer ce qui va se passer implique qu'au-delà des réponses traditionnelles, on va éventuellement faire une incise à un moment donné sur ces réponses traditionnelles, il est essentiel de pouvoir proposer aux retraités de nouveaux services, de nouvelles offres, en favorisant la préservation de l'autonomie, le maintien à domicile et de s'adapter aux besoins qui sont de plus en plus diversifiés. Et donc c'est dans cette dynamique que depuis 2019, l'assurance retraite, la CARSAT c'est une émanation d'assurance retraite, aux côtés de ses différents partenaires, l'assurance retraite soutient l'innovation dite bien vieillir via l'accélérateur Vivalab, vous voyez le Kakemino juste à côté, qui a déjà accompagné 55 solutions innovantes à l'échelle nationale. Et nous avons une petite tristesse, il n'y a pas eu d'accompagnement de solutions vers net. Pas encore, effectivement. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est un peu effectivement l'un des objectifs sous-jacents de cette rencontre. Donc en tant que relais territorial de cet accélérateur Vivalab, la CARSAT Auvergne organise, on y est, la conférence d'aujourd'hui qui a 3 ambitions. Sensibiliser l'écosystème auvergnat aux enjeux du vieillissement et encourager l'émergence d'innovations à potentiel national, je vais vous dire international. Donner des clés concrètes pour favoriser les réussites des projets innovants grâce au témoignage d'experts et pour le projet. C'est bizarre. Et surtout, affirmer que la CARSAT Auvergne, en lien avec son conseil d'administration, et je salue notre première vice-présidente et notre deuxième vice-présidente, donc la CARSAT Auvergne souhaite accompagner les porteurs de projets auvergnats. Pour en parler, nous avons réuni les différents acteurs avec un regard très complémentaire que je remercie d'être présent, comme je remercie les organisateurs de cette fin de journée. Et je vais rendre la parole à Madame Jaoui. Merci à tous. Merci beaucoup. Une intervention courte, mais avec quand même des informations clés. L'inversion de la pyramide des âges, des citoyens qui seront plus nombreux à être âgés de plus de 60 ans que ceux qui seront de moins de 15 ans. Une accélération des enjeux de préparation accélérée vers l'autonomisation, le maintien à domicile, l'adaptation à des besoins divers. En fait, je crois qu'on va revenir sur chacun des points. Et en fait, on va commencer avec vous, Romain Gano. J'ai une petite zappette, mais elle ne marche plus, évidemment. On a testé avant, ça marchait, mais plus maintenant. Donc vous, Romain Gano, vous êtes directeur général du cluster Silver Valley. Vous êtes un observateur privilégié, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un cluster et quelles sont les activités de Silver Valley. On a déjà commencé à esquisser quelques tendances. Je crois que dans les convictions qui sont les vôtres, il y a notamment cette idée qu'il n'y a pas une solution unique, mais une grande diversité de profils. Donc,
pardon, vous serez notre grand témoin ce soir. Est-ce que vous pouvez à la fois nous présenter le cluster et puis vous un peu de tendance? Merci. Alors, Sylvain Vallée, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a accompagné 3000 projets dédiés à l'innovation pour la longévité. Quand on dit un cluster, ça veut dire quoi? C'est une association qui regroupe 250 adhérents, donc 230 entreprises. Alors, la moitié sont des startups, la moitié sont des ETI, des PME, des grands comptes. Donc on peut accompagner un projet monté par des étudiants à impact social qui s'est créé hier, comme des groupes comme Renault, Samsung, Google, qui ont aussi un enjeu à travailler sur le champ du vieillissement. On accompagne aussi des acteurs institutionnels. On a la chance d'être soutenu par l'ensemble du monde paritaire de la protection sociale. Donc l'assurance retraite nous soutient, l'assurance retraite est même dans notre conseil d'administration depuis 7 ou 8 ans aujourd'hui. On est soutenu par la G2R La Mondiale, par Malakoff Humanis, pour permettre la création de nouvelles solutions répondant aux enjeux du vieillissement. Alors, la conviction n'est pas tant qu'il n'y ait pas une seule solution, mais qu'il n'y a pas un seul profil de retraité. Aujourd'hui, quand on parle des grands chiffres de la retraite, de l'évolution démographique, on dit toujours 16 millions de retraités aujourd'hui, 18 millions en 2032, 20 millions en 2040, mais ça ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas une population de retraités homogène qui a les mêmes envies, qui a les mêmes besoins. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur l'innovation pour les seniors, c'est bien segmenter à quels besoins répondent les solutions que nous pouvons accompagner. Et peut-être juste pour expliquer, ce que, quand vous parlez justement de la diversité des profils, quels sont les facteurs qui font varier le plus? Est-ce que justement c'est l'évolution dans l'âge, c'est des critères sociaux, démographiques? De façon très claire, aujourd'hui on le sait, l'âge n'est pas le déterminant de la transition démographique. Alors ça peut paraître paradoxal de le dire comme ça, mais toutes les transitions sociétales, que ce soit la transition numérique, la transition écologique, la transition démographique, elles sont inégalitaires. Et elles sont inégalitaires pourquoi? Elles sont inégalitaires en fonction des territoires, en fonction du milieu social. Bien plus que sur le seul critère de l'âge. Je fais une parenthèse quand les petits frères des pauvres sortent des études sur l'électronisme. Tout le monde regarde le critère âge en disant c'est les seniors qui sont touchés par l'âge. Vous regardez les tableaux statistiques de la propre étude, ils sont fascinants. C'est le milieu social et le territoire, le premier déterminant, et après l'impact qu'il est sur les personnes âgées. Donc, je dis attention à ne pas prendre le secteur de la transition démographique uniquement par le critère de l'âge. Et la deuxième petite alerte, c'est attention à ne pas regarder le sujet qu'à travers l'impact sur la retraite, la dépendance, le système de soins. 90% aussi des seniors iront bien ou seront peu impactés par la dépendance. Et donc, par contre, il faut regarder la transformation sociétale qui est induite par le changement d'un paramètre. Et ce seul paramètre, c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées par rapport à l'augmentation de la population générale. Et ça induit plein de choses pour les acteurs de la protection sociale, et j'arrêterai. Ça induit plein de choses aujourd'hui. Par exemple, un des impacts économiques majeurs dont personne ne parle, d'ici 5 ans, il y aura 500 000 PME à reprendre en France du fait du vieillissement des chefs d'entreprise. C'est un impact majeur de la transition démographique et c'est un impact qui est totalement sous-estimé dans les discours. Tout à fait. Qui est un peu, on va dire, connexe, mais en tout cas qui a un impact majeur. Donc on va continuer la présentation des différents intervenants. Vous pouvez passer le micro, Solène, vous pouvez prendre le micro qui est devant vous. Donc Solène Dorier, vous venez de Saint-Étienne. Et vous êtes chef de projet, je prends ma note parce que votre titre est long, chef de projet et psychologue social spécialisé en promotion et éducation pour la santé au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Donc une structure régionale qui a comme ambition en fait, de fédérer des initiatives et de les accompagner. Est-ce que vous pouvez pareil nous présenter un peu la structure et puis les grands objectifs? Merci, bonjour à tous. En effet, le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association, loi 1901, elle aussi. Il y a un gérontopole par région en France qui sont réunis au sein de l'Union des gérontopoles de France. Et en effet, l'idée d'un gérontopole, c'est d'accompagner le vieillissement sur son territoire en notamment à la fois mettant en lumière les initiatives locales, mais également en accompagnant les porteurs de projets, quels qu'ils soient, entreprises mais pas que, qui développent une innovation technologique, sociale, numérique, au service des personnes âgées ou de leurs aidants professionnels et informels. Et dans ce cadre-là, on les accompagne dans tout le process de développement. L'idée d'un gérontopole, c'est de faire du lien aussi entre toutes les différentes parties prenantes qui gravitent autour de la personne qui vieillit, que ce soit les acteurs institutionnels, mais aussi les acteurs sanitaires, médico-sociaux, de l'entrepreneuriat, etc. Très bien, merci. Vous êtes hyper bref. Étienne Rapeau. Cynthia, vous prendrez celui-là. Étienne Rapeau, vous êtes chargé d'émergence pour l'incubateur Coco Shaker. Donc ça fait peut-être
beaucoup de mots à expliquer. Donc qu'est-ce que ça veut dire chargé d'émergence et voilà, quel est le rapport entre Coco Shaker et le sujet qu'on va traiter ce soir? Bonsoir à toutes et tous. Donc, enchanté déjà de vous voir ce soir. Et à Coco Shaker, on est une association, un peu comme le Silver Valley, qui existe depuis 2015 et qui accompagne des porteuses d'un projet, d'entreprise en Auvergne. Donc, spécialisé vraiment sur le territoire auvergnat, les 4 départements de l'ancienne région. Qu'est-ce qui est mon métier chargé d'émergence? Donc, moi, je suis là pour rencontrer ces porteurs et porteuses de projets et les aiguiller vers nos parcours d'accompagnement 100% gratuits pour les porteurs de projets, mais aussi les autres acteurs de l'écosystème qui peuvent les aider à faire voir le jour à leur projet et à structurer donc, leur entreprise au fur et à mesure de leur avancée. Donc c'est un petit peu ça mon métier. Et donc à Coco Shaker, pourquoi le lien avec le Vieillir en santé? Depuis une dizaine d'années maintenant, on est soutenu par des structures comme AG Mondial, Malakoff Humanis et la CARSAT Auvergne. Donc ces structures nous accompagnent pour qu'on puisse accompagner un maximum de projets sur la thématique du bien vieillir, du vieillir en santé. Donc voilà un petit peu pourquoi on est là ce soir. Et c'est le cas, il y en a beaucoup des projets. Et on a donc à peu près 20 à 25% des projets qu'on accompagne qui sont sur cette thématique directe du vieillir en santé. Et si on prend les actions connexes qu'il peut y avoir autour sur des projets plutôt axés mobilité, plutôt des questions d'alimentation ou d'accessibilité, on va même bien au-delà que 25%. Très bien, merci. Donc, mes neveux, c'est Coucou Visio. Alors, j'ai une petite vidéo pour présenter Coucou Visio. Hop. Bonjour, je suis Mélanie Neveu, présidente et cofondatrice de Coucou Visio, qui cette année est un projet qui est co-lauréat du premier prix Innovation Autonomie de la CARSAT. Coucou Visio, c'est un projet à impact qui lutte contre l'isolement social des personnes âgées et également contre l'électronisme. Mais sans plus attendre, je vous montre ce que c'est. Allô? Oui. Voilà, maintenant bien installé. Oui. Oui, j'appuie. C'est fait. Voilà, t'es là. Je suis contente de te voir. Oui, bisous, je raccroche. Depuis l'application Coucou Visio, la famille accède à la communauté du proche. De là, elle peut passer un appel téléphonique. Une fois en ligne, l'appel sera passé sur haut-parleur. Ensuite, il suffit de retourner sur la communauté et lancer la visio. Bon à savoir, pour l'appel téléphonique, ça marche dans les deux sens. Pour une qualité d'échange optimale, la visio se fait en duo. Ma grand-mère l'a testé, c'est validé. Pardon pour les précisations un peu, ouais, donc, bon, enfin voilà, au moins on comprend concrètement ce que propose Coucou Visio. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être depuis quand vous développez cette solution? Alors, juste en une minute, déjà, merci à toutes et tous d'être là ce soir. Un grand merci aussi à la CARSAT pour cette invitation. Juste pour bien comprendre ce que c'est Coucou Visio, c'est qu'on a mis en fait les fonctions smartphone entre un téléphone fixe et une télé pour que les personnes qui sont en difficulté avec la technologie qu'on connaît, qui nous agace aussi par moment, puissent rester et interagir dans une société connectée. Après, il y a d'autres services derrière, mais on en parlera plus tard. Depuis quand vous portez ce projet? Alors, l'entreprise a été créée en 2022 et la première idée qui n'était pas vraiment celle-ci, parce que ça on va en parler aussi, ça a émergé en 2020, en décembre 2020. Oui, septembre. Ouais, on a commencé en septembre, mais ça s'est finalisé en décembre. Voilà. D'accord, vous avez un parallélisme qu'on découvrira Complètement. tout à l'heure. Oui. Ok. Et donc on enchaîne avec Cynthia Rousseau, donc pour Reflex Time, là aussi on a une vidéo, donc j'espère qu'elle sera... Hop.
donc ce que vous voyez, c'est le dispositif qu'on a développé. Donc, ça se modélise par des boîtiers qui sont pilotés par une tablette où le professionnel va pouvoir effectivement mettre en place une prise en charge de rééducation fonctionnelle, à la fois sur les fonctions cognitives, de la reconnaissance, de la mémorisation, et en parallèle, on vient travailler aussi les parties du corps, le déplacement, la gestuelle, la posture. C'est un dispositif qu'on est venu effectivement co-construire avec des professionnels de rééducation. Maintenant, ça va faire pratiquement 6 ans, par effectivement un constat assez prégnant d'avoir de plus en plus de personnes en perte d'autonomie. Et face à ça, ils avaient vraiment des besoins de dispositifs qui soient adaptés à la fois aux interventions qui pouvaient être à domicile du patient, dans des établissements médico-sociaux, donc un dispositif qui soit nomade, comme on peut le voir, mais aussi qui soit adapté, personnalisable pour le patient et qui soit dans une dimension aussi motivationnelle. Donc effectivement, nous on a démarré sur un cadre plutôt médical et curatif, et on est venu sur des cas d'usage aussi dans le bien vieillir et dans les maisons de retraite. On y reviendra tout à l'heure justement sur le cheminement entre l'idée et le déploiement. Donc vous voyez, on a une variété de regards. Et donc Arnaud, vous êtes l'instigateur de cette rencontre et sans doute le responsable de l'ensemble des présences ce soir. C'est vous qui avez choisi les intervenants. Vous êtes attaché de direction au pôle Innovation Stratégie Partenariat de la CARSAT. Donc je pense que c'est intéressant d'expliquer pourquoi il y a un tel pôle, même si à l'introduction M. Krugli l'a un peu amené. Et ce qui vous amène à cette soirée. Bonsoir à tous, merci à tous de votre présence, à la fois aux intervenants et au public. Donc très rapidement, effectivement, je travaille, comme le disait notre directeur, M. Krugli, pas sur la partie versement des retraites, mais sur la partie proposition de dispositifs pour le bien vieillir chez nos retraités. Et plus particulièrement, je suis le référent de l'accélérateur national VidaLab. Et donc, j'ai parmi mes missions l'objectif de sourcer sur le territoire auvergnat des dispositifs innovants que l'on peut soutenir dans l'optique justement de les proposer ensuite à cet accélérateur national pour avoir un déploiement plus important. Et puis également de sensibiliser l'écosystème, comme par exemple avec l'organisation de cette conférence ce soir. Ok, donc gardez-le. Moi j'ai cela. Merci. En fait, donc vous voyez la diversité des profils, en fait, elle va nous permettre d'aborder 4 sujets complémentaires et qui tracent aussi le fil de développement des projets. C'est d'abord comprendre le terrain de jeu. Quelles sont les tendances, quelles sont les mutations, quelles sont aussi parfois les idées reçues. Vous avez commencé à en déconstruire une. Après, il y a un sujet autour de la confrontation de l'idée aux usages. Et ça, c'est un sujet qui revient beaucoup et dont on pourra parler. Il y a parfois un écart entre l'idée qu'on se fait des besoins de son public et puis la réalité de ce besoin et puis la manière dont les publics ciblés vont pouvoir l'adopter. Donc là aussi, on évoquera ça. Après, il y a un gros sujet sur les modèles économiques. On est sur des modèles économiques qui parfois c'est un peu particulier, avec de l'hybridation, avec des bénéficiaires qui ne sont pas toujours les financeurs premiers. Enfin, en tout cas, il y a un sujet de trouver des modèles économiques viables pour des entreprises viables à long terme. Et puis, un peu dans la continuité de ce sujet de la viabilité, il y a celui du passage à l'échelle. Et donc, on verra au travers de vos 2 témoignages notamment, deux initiatives qui sont parties du territoire auvergnat. Et donc, l'idée, ce sera aussi de se demander comment ces initiatives peuvent passer à l'échelle ou peut-être se mailler avec d'autres pour couvrir le territoire, des modèles différents. Donc voilà, c'est un peu les 4 grands thèmes qu'on va parcourir ensemble. Et donc, on va commencer avec Romain Gano, pour positionner ce fameux terrain de jeu. On a utilisé le terme de silver economy.
Voilà, alors c'est un terme, peut-être qu'on peut en utiliser d'autres. Vous l'avez dit souvent, il y a une vision très santé derrière, en fait c'est assez restrictif. Donc vous, comment vous décortiquez, comment vous détricotez en fait, tout ce que peut recouvrir cette terminologie, cette thématique, pour qu'on sache sur quel terrain on joue. Normalement, il faut 2 heures, donc 10 minutes. Alors, plus sérieusement, la silver economy, c'est un terme qui ne parle pas à grand monde et que, paradoxalement, chez Silverwell, on l'utilise de moins en moins. Et pourtant, on l'a fait quasiment à l'origine. Mais voilà. Aujourd'hui, moi, je préfère parler de, je l'ai dit tout à l'heure, des impacts économiques, des impacts sociétaux liés à la transition démographique et après de regarder quelles sont les poches d'innovation ou les poches de transformation qui existent du fait de ce changement de paramètre qui est l'avancée en âge de la population. Chez Silver Valley, on a tendance à considérer, parce qu'il faut mettre une barrière totalement arbitraire, qu'on va regarder le champ d'activité qui relève des 50 ans et plus. 50 ans et plus, pourquoi ? Ça nous permet de travailler aussi sur la prévention santé, sur la préparation à la retraite, sur les produits financiers, jusqu'à l'accompagnement de la dépendance, les technologies pour l'autonomie, et en passant par des sujets comme le loisir, la mobilité, ou des sujets un peu plus tabous, la sexualité, le décès, qui sont aussi des sujets sur lesquels il y a des innovations possibles, sur lesquels il y a des gros enjeux sociétaux. Donc le seul déterminant, on en revient, c'est l'âge et c'est quelle transformation ça peut impacter sur la société. Le terrain de jeu évolue énormément. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va voir. Premier terrain, on va dire le terrain classique de la silver economy, tel qu'on l'appelle, c'est le secteur du médico-social. C'est celui que tout le monde voit en premier. Celui des établissements médico-sociaux, du service à la personne, de la santé, de la dépendance, qui est une grosse poche de transformation, qui est un gros secteur avec de gros enjeux, sur lequel, là, nous allons accompagner plutôt le développement de solutions innovantes, avec souvent un plus technologique ou serviciel assez fort. Je le dis aussi souvent, chez Silver Valley, on considère que technologie sans service ne vaut rien. Donc moi, je ne parle pas de technologie, je ne suis pas un ingénieur, je parle de service, et après, je regarde s'il y a une sous-jacente technologie qui permet de rendre un meilleur service. La deuxième poche d'activité de la silver economy, qui est plus grande que la première, c'est celle de l'adaptation de la société globale à l'avancée en âge. On n'est pas encore dans la maladie, on n'est pas encore dans la dépendance, mais le fait qu'il y ait globalement une partie de la population qui avance en âge incite à transformer des modèles d'habitat, des modèles de communication, des offres de mobilité, des modèles de protection sociale qui peuvent être impactés. Et donc c'est une adaptation que j'appelais plus douce, mais beaucoup plus massive que le seul secteur de la dépendance de la santé. Et enfin, le troisième secteur qui est le plus large, c'est juste l'adaptation de la consommation à des seniors qui sont de plus en plus nombreux. Donc il n'y a pas une adaptation à une pathologie, il n'y a pas une adaptation de l'incapacité, il y a juste le fait que des seniors soient de plus en plus nombreux et qui peuvent avoir des habitudes de consommation qui ne sont pas forcément les mêmes que les plus jeunes ou de nouvelles attentes vis-à-vis de produits de consommation courants. C'est pas neutre. Il y a quelques mois au CES à Las Vegas, le grand patron de Samsung a passé un tiers de son intervention, c'est la première fois que ça arrive, à parler de longévité, longevity health, de santé et de longévité, en disant nous on a des outils, on a des outils grand public, on veut qu'ils proposent des solutions adaptées au vieillissement de la population parce que c'est un enjeu majeur pour nous et parce que, on va se le dire, on a de plus en plus de seniors qui ont des smartphones dans la poche, donc il faut que nos produits évoluent. L'industrie automobile aujourd'hui se questionne beaucoup sur l'avancée en âge de la population, parce que quand vous regardez les chiffres, qui achète une voiture neuve en France aujourd'hui, un acheteur sur deux d'une voiture neuve en France a plus de 55 ans. Donc on se demande, mais quelles sont les fonctionnalités que je peux mettre dans une voiture? Est-ce que mes voitures sont toujours adaptées aux attentes de la population? Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre générationnel sur l'automobile? Donc voilà, c'est aussi des sujets qu'on travaille avec certains industriels qui se disent que notre marché natif il est impacté par le vieillissement. Je vais sortir de ce champ de la consommation classique pour revenir aux deux premiers, l'adaptation à l'avancée en âge et l'augmentation de la dépendance. Alors, juste sur la dépendance, je vais rassurer tout le monde, la plupart des gens, vous allez mourir en relativement bonne santé. La dépendance n'est absolument pas une fatalité, y compris statistique quand on parle de ça. Donc ne réduisons absolument pas le vieillissement à une problématique de dépendance qui va concerner entre 8 et 15% des gens, suivant où vous mettez le critère. Il y a tout un tas d'autres sujets à traiter. Dans le terrain de jeu qui est en train de bouger, il y a, sans faire de politique, il y a le fait que depuis 20 ans, l'État, la solidarité nationale n'arrive pas à définir quel va être le socle de base de la solidarité nationale sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de se positionner sur le long terme sur le socle de base. Donc, il y a une prise de conscience des différents acteurs de se dire mais il va falloir peut-être commencer à penser, pas sans l'État, mais en complémentarité de l'État ou avec des offres complémentaires pour les gens qui n'en auront pas besoin, avec un risque majeur qui est devant nous aujourd'hui, c'est le vieillissement à deux vitesses.
c'est-à-dire des gens qui auront la capacité de se payer des solutions qui auront des solutions accessibles, et les gens qui ne pourront avoir que les solutions financées par la solidarité nationale. Ça, c'est un risque majeur qu'on voit apparaître aujourd'hui. Et la deuxième évolution systémique du secteur aujourd'hui, c'est l'arrivée des acteurs généralistes sur le champ du bien vieillir. Quand Silver Valley se crée il y a 20 ans, on parle de gérontechnologie, il n'y a que des acteurs spécialisés et des acteurs de la protection sociale qui travaillent sur le sujet du vieillissement. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, quand on tape à la porte des gros acteurs de la santé, des gros acteurs de la technologie, c'est une nouveauté. Ces gens-là bouleversent, je dis pas en bien, pas en mal, parce que c'est vraiment du pour et le contre, mais en tout cas, bouleversent l'écosystème du vieillissement en disant on veut aussi jouer une place sur l'écosystème du vieillissement. On a pensé à un impact majeur, y compris sur nos propres problématiques. Et enfin, le dernier bouleversement qui est le plus intéressant du secteur, c'est que je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est le seul mot, c'est l'empowerment des seniors sur la question du vieillissement aujourd'hui, qui est en train de tout changer. On passe d'une génération qui était, bon an, mal an, et sans forcément le vouloir, qui était l'objet de politique sociale. L'objet de politique sociale. Aujourd'hui, les nouveaux seniors revendiquent de ne pas être un objet de politique sociale, revendiquent le fait de vouloir être acteurs de leur propre vieillissement et veulent avoir le choix sur les conditions de vieillissement. Et évidemment, il y a toujours des inégalités sur ce sujet-là, mais ça change énormément de choses. Je vais vous citer, par exemple, un domaine, celui de l'activité physique adaptée. Alors, je prends tout à fait au hasard. L'activité physique adaptée, vous regarderiez pas le marché au sens économique du terme, mais en fait, plutôt la typologie des intervenants qui intervenaient là-dessus. Vous aviez quelques grosses associations, et qui sont très bien, qui existent toujours aujourd'hui, qui intervenaient, qui étaient vraiment hégémoniques sur leur activité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications. Encore une fois, il y a aussi des biais pour regarder. Il y a de plus en plus d'applications physique santé qui sont utilisées par des seniors, qui sont distribuées directement en ligne avec des seniors qui s'emparent de la question du vieillissement en disant « mais moi, je veux choisir une solution qui me convient et je ne veux pas juste qu'on vienne m'en proposer une ». Et ça change aussi. Aujourd'hui, les acteurs de la protection sociale se questionnent beaucoup sur quelle gamme de solutions je peux apporter. Alors, Vivala travaille aussi sur cette notion de portefeuille de service, mais s'interroge aussi sur ça veut dire quoi laisser le choix, ça veut dire comment on qualifie des offres si des personnes veulent avoir le choix, est-ce qu'on peut imposer ou non des bonnes solutions, et c'est en train de bouger un petit peu le marché de la silver economy au centre, qui ne l'a pas vu arriver, cette question de l'empowerment des seniors. Aujourd'hui, vous avez même... je vous donne deux exemples en termes de marketing, mais qui moi je trouve fascinants. Il y a quand même un magazine qui s'appelle Vieux. Et dans ces Antoine de Gaulle, moi je collabore avec ce magazine, ils viennent des fois sourcer des innovations chez nous. Je trouve assez fascinant qu'un magazine qui s'appelle Vieux se vende autant. Il y a 10 ans, tout le monde dit non, surtout, il ne faut pas utiliser le mot, n'utilisez pas ce mot vieux, ce mot-là. Il y a une deuxième solution qu'on connaît bien, une solution qui s'appelle Rester Jeune, d'Activity Physique, elle s'appelle Rester Jeune. En marketing, il y a 10 ans, tout le monde dit n'appelle surtout pas ta solution Rester Jeune pour les seniors. Il a 10 000 seniors qui tous les mois renouvellent leur abonnement, cette solution-là, parce que la promesse à leur paix, la promesse à leur paix. Donc, je dis attention aux stéréotypes sur les seniors. Il y a tout un tas de problématiques sociales qu'il faut évidemment traiter, mais le senior qui est juste un objet de politique sociale n'existe plus, n'existera encore moins. Sur la question de l'arrivée de la technologie, pareil, on utilise bien quand on est retraité que les technologies qu'on a connues dans sa vie professionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent à la retraite ont connu le smartphone, ont connu Internet, donc pouvoir s'acculturer beaucoup plus vite sur ces sujets d'innovation technologique. Et là, le game changer en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on y fait dire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc nous, on a eu la chance, on publie beaucoup. Donc on a publié 2 cartographies sur l'intelligence artificielle, et on a travaillé avec des fédérations professionnelles du secteur sur qu'est-ce qu'elles attendaient de l'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ces outils-là ne vont pas révolutionner la prise en charge, mais vont permettre, par exemple, sur la détection de chutes, la détection d'événements anormaux. La technologie a fait un bond formidable dans les dernières années, et l'intelligence artificielle va aussi permettre, des fois, de remettre un petit peu de personnel là où il en manque. Quand on parle d'optimisation des plannings, par exemple, dans les établissements médico-sociaux, dans le service à la personne par l'intelligence artificielle, c'est pas pour diminuer le nombre d'intervenants, c'est parce qu'on n'a pas assez d'intervenants, mais c'est pour mettre plus d'intervenants sur le terrain. Donc voilà, on voit des grosses évolutions sur le marché, sur la typologie d'acteurs qui viennent et sur la représentation sociétale du vieillissement de la personne âgée. Peut-être juste avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des sujets qui, aujourd'hui, de votre point de vue, passent complètement sous les radars? Des sujets d'innovation, enfin, de prise en compte qui sont traités par personne? Si c'est non. Alors, c'est non, mais pour une bonne raison, c'est-à-dire que
les problématiques qui sont devant nous font que les gens ont quand même perçu aujourd'hui ces problématiques-là. Il y a plutôt un effet connexe sur lequel moi j'alerte, c'est les effets de mode. C'est totalement l'inverse, c'est beaucoup plus pervers. C'est qu'on voit qu'il y a des cycles d'effets de mode sur certains sujets. Je vais en citer, je ne critique pas les projets, il y a des très beaux projets, mais l'habitat inclusif, la transmission de mémoire et autres, il y a des cycles de 6 à 9 mois sur des sujets où d'un coup, vous avez, moi je les avais quand j'ai travaillé dans la protection sociale et je les ai aussi aujourd'hui en commission d'innovation, vous avez 15-20 projets sur le même sujet qui arrivent en 6-8 mois parce que le sujet est à la mode et ça entraîne surtout l'invisibilité des autres sujets ou la concentration des énergies sur un sujet qui n'est peut-être pas celui où il y a le plus d'impact social. Voilà. Et après, il y a des sujets tabous sociétalement parlant. Ce n'est pas des impensés, c'est juste qu'on a du mal. On avait travaillé avec un acteur de la protection sociale il y a 1 an sur les sujets tabous du vieillissement et on est allé interroger des seniors au départ pour leur demander, alors j'en parlerai après quand on parlera d'usage, mais pour moi c'est quoi des sujets tabous pour eux. Ils nous ont listé une douzaine de sujets et après on est allé interroger des institutionnels pour savoir quels étaient les sujets tabous. C'est assez marrant, c'est que la liste est à peu près la même mais pas du tout pour les mêmes raisons et donc on avait fait un appel à projet sur les sujets tabous liés au vieillissement pour faire émerger et mettre en avant des solutions sur la sexualité, le décès, la transmission de patrimoine et autres. Et c'était extrêmement intéressant parce que le tabou n'est pas le même pour tout le monde et pour le coup là c'était les institutionnels qui avaient plus de mal à se poser la question de la sexualité des personnes âgées ou des aidants. Alors les personnes âgées n'avaient aucun problème de nous parler de ce sujet-là, y compris en termes d'innovation et de recherche. Donc il n'y a pas de sujets qui n'ont pas été identifiés, il y a des sujets qui sont mal adressés ou qui sont adressés par des solutions qui ne sont pas passées à l'échelle ou par des solutions qui n'ont pas de marché au modèle économique. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'impensé. Eh bien, super, ça me fait une belle transition en fait avec le sujet suivant, et peut-être vous pouvez donner le micro à votre voisine. En fait, tout le monde s'exprimera sur ce sujet, puisque c'est ce sujet de l'écart entre l'intuition qu'on peut avoir des besoins d'un public particulier et puis la réalité. Et donc, on a vu qu'on a quelques porteurs de projets dans la salle. Et on écoutera aussi les témoignages de Cynthia et Mélanie sur aussi comment on écoute son public potentiel. Aujourd'hui, avec un outil comme le Gérontopole, par exemple, et les dispositifs que vous déployez, comment est-ce que vous pouvez accompagner cette analyse et cette compréhension de son public? Nous, c'est un grand enjeu, en effet, de sensibiliser les porteurs de projets à ce souci, en effet, de quel est le besoin de terrain et qu'est-ce qu'on vient apporter pour y répondre. Il y a différentes méthodologies pour le faire. Nous, ce qu'on vient promouvoir, c'est vraiment c'est ce souci-là, justement, d'aller vers notre cible. Nous, dans ce cadre-là, on est labellisé Living Lab, mais au-delà de ça, le Living Lab n'est pas toujours, d'ailleurs, un laboratoire physique avec des conditions bien contrôlées dans lesquelles on vient tester une innovation ou une autre. Pour nous, le Living Lab, il est tant au domicile des seniors qu'en EHPAD, qu'en résidence autonomie, en fonction évidemment du projet. Ce qu'on apporte en tout cas, et ce qu'on essaie d'accompagner les porteurs de projets là-dedans, c'est vraiment avec des méthodologies, une liste qualitative, quantitative, sur la base d'observation, d'entretien, de focus group, et aussi avec une vraie démarche, alors scientifique, pas toujours, mais en tout cas qui soit appuyée aussi d'un regard des sciences humaines et sociales, notamment de la psychologie, de la sociologie, pourquoi pas du design ou d'autres d'ailleurs, d'aller se soucier justement de quelle est à la fois l'acceptabilité des solutions qu'on développe, très très en amont, et puis quels en sont les usages finalement quand on les met entre les mains des bénéficiaires finaux, voir ce qui se passe très concrètement. Ça c'est selon nous la pierre angulaire finalement de tout développement d'un projet. Et pour ça, en fait, il y a des structures qui peuvent accompagner pour le faire, parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et c'est très souvent très riche en fait. Et l'idée, en fait, cette démarche, c'est aussi de mettre autour de la table les différentes parties prenantes qui vont être impliquées dans le projet. On pense très facilement aux bénéficiaires directs, qui est souvent la personne vieillissante, mais pas toujours à celles qui vont orienter une décision, orienter des usages, que peuvent être les aidants familiaux, mais que sont aussi les aidants professionnels qui viennent parfois au domicile, en intégrant évidemment aussi les financeurs ou les décideurs qui ont aussi un rôle à jouer dans l'acceptation et l'appropriation des solutions. Et c'est ça l'enjeu, et voilà, c'est pas simple, on a bien conscience, mais en tout cas, il y a des choses assez faciles à mettre en place qui peuvent être faites pour s'assurer en effet qu'on vient bien répondre à un besoin du terrain quel qu'il soit. Est-ce que vous avez un exemple en tête de manière dont un projet peut se saisir de différents outils? On avait expérimenté un projet, je pense à ça, parce que j'avais
trouvais ça assez fort, de canne connectée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la canne se retrouvait à l'horizontale, elle détectait une chute. L'intérêt d'une étude d'usage d'acceptabilité, c'est de se dire qu'en fait, la canne, parce qu'on venait modifier la canne existante qui avait pourtant toute une valeur affective ou symbolique, et ben, était le frein premier à l'acceptation et l'appropriation de cette canne connectée. Et qu'au-delà de ça, la canne en elle-même est un objet oui, très symbolique, parfois associé à des stéréotypes, à des stigmates, et si on ne vient pas les considérer, eh bien, on va pas arriver à surmonter les obstacles qui ne peuvent et qui n'ont été identifiés que parce qu'on allait interroger et qu'on allait mettre cette canne entre les mains de ceux qui auraient pu en bénéficier. Merci. Étienne, donc vous accompagnez les porteurs de projets aussi, et c'est un des objectifs de la phase d'expérimentation ou d'incubation que d'aller se confronter à son public. Comment vous l'accompagnez et sur quel type de dispositif les entrepreneurs peuvent s'appuyer? Donc déjà, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, et notamment par Solène. Je partage totalement cette idée d'accompagner des porteurs de projets au passage à l'action, de construire le cadre qui soit vraiment là pour les aider à aller questionner leurs bénéficiaires directs, les prescripteurs, les bénéficiaires indirects. Donc, c'est le message qu'on porte aussi à Coco Shaker. On a d'ailleurs même créé un parcours d'accompagnement entier dont c'est l'objet, qui s'appelle expérimentation. Donc, parce qu'on considère que ce soit dans le bien vieillir ou sur toutes les autres thématiques, il est primordial, lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a un projet, de tout de suite aller les confronter à une forme de réalité, d'aller confronter à ses futurs clients bénéficiaires. Donc là-dessus, je partage totalement ce qui a été dit. Et dans ce cadre-là, donc nous, un peu sur aussi le modèle que ce qu'a dit Solène, l'idée c'est de construire un parcours aussi avec le porteur de projet, en fonction de se donner des objectifs intermédiaires et d'aller vraiment questionner quantitativement, qualitativement les bénéficiaires qui vont être visés par la solution. Le risque quand on est porteur ou porteuse de projet, c'est vraiment d'être amoureuse de sa solution. Nous, le message qu'on porte, c'est plutôt focalisez-vous sur le besoin social, environnemental auquel vous venez répondre, et en vous focalisant dessus, vous aurez plus de facilité à faire pivoter aussi votre solution. Je pense que Cynthia et Mélanie pourront en témoigner, à faire pivoter aussi votre solution en fonction de la cible que vous allez vouloir toucher. Et bien justement, on a très envie de les entendre. L'une et l'autre, vous pouvez croiser le micro ici, Cynthia. On a cru comprendre que Coucou Visio n'était pas exactement aujourd'hui tel qu'il avait été pensé initialement. Non. Initialement, alors juste pour la petite histoire très très vite fait, l'idée d'avoir comme ça un équipement qui soit adapté pour la plus grande majorité des personnes qui sont en situation de difficulté liée à la technologie, c'est parce que j'ai accompagné ma grand-mère pendant 6 ans en EHPAD et que j'ai vu d'autres résidents, j'ai vu l'éloignement géographique, voilà. Donc l'idée première de vouloir aider, c'était pour rassembler et remettre du lien social et familial. Et je me suis dit, on va faire un truc, ça va s'appeler Parlophone, ce sera une enceinte connectée, ils pourront parler avec, ça va déclencher la visio, enfin voilà, une espèce d'usine à gaz que je m'étais un petit peu imaginé dans ma tête. Et puis, je suis rentrée dans un incubateur, alors pas du tout Coco Shaker, un autre incubateur, qui mettait beaucoup en avant le fait de discuter avec les personnes, avec tout le monde, de discuter de son projet avec tout le monde. Et donc j'ai commencé à beaucoup discuter avec les personnes âgées, et là je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais fausse route. On parlait d'acceptabilité, on parlait de la canne connectée. La première fausse route, pour moi, que j'avais détectée pour l'acceptabilité de Parlophone, c'était que c'était un nouvel équipement. Que finalement, ils aimaient bien utiliser ce qu'ils avaient déjà. Donc vous voyez le lien avec le téléphone fixe et avec la télé. Et puis ensuite, c'était ne pas être stigmatisant en leur disant, voilà, on vous a fait quelque chose pour vous simplifier la technologie parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec. On ne dit pas ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est le bon vieux bigot qui a une nouvelle fonctionnalité. Donc sur l'acceptabilité, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois le design, il y a à la fois la façon dont les mots que l'on va employer. Et puis, le timing, le contexte. Des fois, le projet, il n'est pas dans le contexte. Tu parlais de sextoy et autres. Il y a 15 ans, c'était juste... peut-être que maintenant, il y a des choses qui vont évoluer. Donc, il y a aussi l'acceptabilité par rapport au contexte. Donc, voilà, Coucou, effectivement, au démarrage, j'avais un peu une idée
différente de ce qu'elle est devenue, mais ça c'est grâce au fait d'avoir beaucoup discuté avec les personnes bénéficiaires et avec aussi leurs familles et des professionnels. Cynthia, est-ce qu'il y a une distorsion entre l'idée de départ et celle qu'elle est aujourd'hui, et quel est le chemin parcouru? Alors effectivement, le démarrage se passe un peu dans les mêmes conditions que Mélanie, à l'incubateur où je rencontre mon associé. Et effectivement, il y a toute cette phase un peu exploratoire où on vient faire une étude de marché empirique. Pareil pour la petite histoire, initialement donc, mon associé avait été touché par la maladie d'Alzheimer de son grand-père. Et donc, lui, il avait prototypé dans sa pratique sportive un dispositif qui lui permettait effectivement d'améliorer ses performances. Et il avait fait le lien justement avec les maladies neurodégénératives. Donc, dans un premier temps, on était plutôt fixé toujours sur les performances sportives. Donc, on a fait une étude de marché. Et très vite, on a eu des insights, donc vraiment des personnes qui nous ont fait ressortir le besoin dans la rééducation, des besoins effectivement de dispositifs qui n'étaient pas adaptés. Donc ça a été très rapide par effectivement l'écoute active. On a été amené à pivoter et donc à rencontrer donc, des professionnels de rééducation. Et comme avec Thomas, on n'était pas du tout donc, du secteur de la santé, c'était tout naturellement qu'on était dans une écoute très active et que l'expérimentation a été la clé pour justement prototyper, identifier les fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Donc ça a été vraiment de la co-construction qui nous a amené effectivement à avoir un dispositif qui était vraiment à la demande de nos clients. Après, effectivement, maintenant, aujourd'hui, il est sur le marché depuis pratiquement 2 ans, ce dispositif. On amène effectivement d'autres évolutions et donc pour ça, on se réfère à le gérontopole, notamment sur des sujets d'expérimentation, sur aussi Parkinson, on est avec le CHU de Clermont-Ferrand pour faire améliorer les usages et travailler d'autres fonctionnalités. Mais effectivement, dans l'absolu, on n'avait pas émis d'hypothèse. On s'est vraiment laissé porter par les retours terrain, à la fois des professionnels, à la fois des patients et à la fois de l'environnement, suivant les cas d'usage qu'on avait. Donc c'est ce qui nous a amené effectivement à ce dispositif qui répond à un besoin. On va parler modèle économique, mais pour les porteurs de projets dans la salle, je pense qu'il y a 3 idées clés qui sont hyper importantes. La phrase d'Étienne, hein, ne pas être amoureux de sa solution, mais bien de son problème. La deuxième chose, vous l'avez dit toutes les deux, et puis finalement tous aussi en filigrane, c'est qu'en fait, il faut en parler. On a parfois un peu l'idée reçue au fait que tant que c'est pas bouclé, déposé, etc., il ne faut pas en parler. En fait, voilà, le fait de parler, ça nourrit la réflexion et puis éventuellement ça la réoriente. Et puis, l'une et l'autre, vous avez dit, en fait, vous êtes au cœur d'un écosystème. Il y a une richesse extraordinaire que souvent on méconnaît, mais qui sont de vrais relais. Et je redonne la parole à Arnaud, puisque la CARSAT fait partie de cet écosystème. Donc, vous aussi, comment est-ce que vous contribuez à cet accompagnement, à cette émergence et à cette compréhension des vrais besoins? Vous avez fait la chute. Ça marche. Oui. Ouais. Du coup, effectivement, sur l'accompagnement, nous, on peut, par le biais des prix d'innovation qu'on avait lancés, effectivement, accompagner les lauréats, les porteurs de projets sur justement éventuellement des tests d'acceptabilité, ce type d'études. Après, on peut également aussi mener des expérimentations avec notre public. On a par exemple une offre de service de maintien à domicile pour les retraités encore autonomes et qui ont quelques signes de fragilité sur lesquels on peut proposer un certain nombre de services. Et dans ce cadre-là, on peut proposer en expérimentation
d'inclure dans le panier de services des nouveaux dispositifs qui peuvent faire du coup l'objet d'une expérimentation sur l'acceptabilité. Et ça permet aussi un petit peu d'élargir l'acceptabilité sur pas uniquement la cible du bénéficiaire final, parce que là-dessus, on s'est aperçu de ça, effectivement, nous, on ne s'adresse pas directement aux retraités dans une grosse partie de notre activité. On passe par des tiers, soit par des structures conventionnées qui vont au domicile de la personne pour évaluer ses besoins et faire l'offre de service, ou ensuite après avec les services d'aide à domicile. Et il faut que dans l'acceptabilité de l'innovation, ces structures d'évaluatrices de besoins qui vont au domicile soient aussi convaincues de l'utilité du nouveau dispositif. Et il faut ensuite que les aidants familiaux, les aidants professionnels qui vont autour de la personne soient aussi convaincus. Donc voilà, mais on peut accompagner les porteurs de projets sous cet angle. Oui, c'est effectivement sans doute aussi un message important à retenir, le fait qu'il y a le bénéficiaire et puis tout son environnement qui peut être professionnel ou familial, par exemple. Alors, on va aborder le sujet du modèle économique, parce qu'effectivement, une innovation, un nouveau service qui répond à des besoins, c'est une innovation qui s'inscrit dans le temps. Et donc, avec des modèles économiques, je le disais tout à l'heure, qui peuvent être très différents parce que ce n'est pas toujours le bénéficiaire qui paye. Je me suis dit, ça peut être aussi le bénéficiaire qui paye. Peut-être à nouveau Romain Gano, pour commencer, on a vu un écosystème assez large, avec des acteurs de profils différents. Vous avez parlé de Samsung, des constructeurs automobiles. Enfin, on voit en fait que les parties prenantes qui peuvent être concernées par la business de ce sujet peuvent être très différentes. Comment vous voyez se dessiner les principes, les piliers de ces modèles économiques demain? Déjà, je vais revenir sur un fil rouge qui est un peu sur la table ronde, c'est qu'il y a 3 niveaux de preuve quand on regarde l'accompagnement de solutions. Vous avez, au début, c'est la preuve scientifique, après il y a la preuve d'usage, et à la fin, il faut bien arriver à la preuve de modèle économique, et qu'il n'y a que quand vous faites les 3 niveaux de preuve que vous arrivez à créer une structure pérenne. Quand je parle d'économie, mon métier c'est l'action sociale et l'innovation pour l'action sociale. À la base, notre sujet, nous, si on accompagne le DevEco, c'est pourquoi? C'est parce qu'il ne peut pas y avoir d'impact social sans pérennité des structures qui portent les solutions. Donc si on veut avoir un impact social dans le temps, il faut bien que les structures, elles continuent dans le temps, qu'elles continuent à vivre, qu'elles continuent à grandir, sinon on va s'enfermer dans un site d'expérimentation permanente de solutions qui s'arrêteront tous les 6 mois, et ça n'aura pas d'impact au regard de nos enjeux. Sur le sujet, avant de répondre plus précisément à ta question, sur le sujet du besoin, j'entends toujours, j'ai attention, il faut savoir passer du besoin à l'envie. Le moteur de la décision d'utiliser une solution, de l'acheter, c'est l'envie. Et on a tendance, parce qu'on parle de personnes âgées, à souvent confondre le besoin et l'envie. La différence que je fais, le besoin est souvent exprimé par un tiers sachant, malheureusement dans notre secteur. L'aidant, la profession médicale, on va dire la personne a besoin d'eux, mais quand vous l'interrogez, c'est ce que fait par exemple le lab Agir Carco sur le sujet, quand vous interrogez les gens sur leurs envies, est-ce que vous avez envie d'utiliser la solution, de quoi vous avez envie, des fois vous avez des réponses qui ne sont pas celles du besoin. Et des fois, savoir passer du besoin à l'envie, c'est savoir déclencher l'acte d'utilisation ou l'acte d'achat. Donc c'est important de ne pas se focaliser sur le besoin. Sur les modèles économiques, non. C'est compliqué, comme j'ai dit, la cyberéconomie, il n'y a pas un marché, il y a X marchés qui ont X modèles, et l'enjeu, c'est pas se tromper de marché quand on arrive sur les seniors, c'est de savoir. Au départ, les entrepreneurs, quand ils ont un projet, notre métier, c'est accompagner l'entrepreneuriat des entreprises de toute taille. Les acteurs qui arrivent avec un projet, des fois les grosses trompes aussi, c'est intéressant, ils arrivent avec un besoin sociétal. En disant, nous, on va répondre à ce besoin sociétal. C'est bien, nous leur disons quel problème vous allez résoudre. C'est pas la même chose. On va passer du besoin à quel problème je vais résoudre, et après ce problème que vous allez résoudre, qui est prêt à le payer pour résoudre ce problème-là, ou qui a l'intérêt à le payer. Et là, ça change beaucoup de choses. J'ai lu sur des questions, sur des problématiques d'isolement. Sur des problématiques d'isolement, oui, il y a une problématique de besoin sociétal, c'est que les gens se parlent entre eux. Mais dans le modèle économique, qui va payer pour que les personnes se parlent entre eux? Est-ce que c'est une institution qui fait sa politique sociale? Est-ce que c'est la famille qui est prête à financer une partie de la solution pour parler? Et c'est ça qu'il faut identifier, problème par problème. Et c'est à chaque fois un modèle économique différent. Il y a quelques fausses bonnes idées, une partie des entrepreneurs, et c'est assez logique au départ, et
vont aller se lancer tout de suite sur le marché de la protection sociale. Alors que ce soit l'action sociale, déjà, on se comprend entre la mutuelle et l'action sociale. Déjà, il faut expliquer que la protection sociale, il y a X métiers. La retraite complémentaire, c'en est, la retraite, c'en est, la mutuelle, c'en est. Ils sont des business models totalement différents entre eux. Des fois, vous avez la subvention, des fois, vous avez la prestation de service. Des fois, vous avez un accord de distribution avec un acteur mutualiste qui a juste des acteurs dans un contrat. C'est pas la même chose. Moi, je passe énormément de temps à parler aux entrepreneurs qui me disent moi, je vais travailler avec une mutuelle, à me poser autour de la table en disant déjà, qu'est-ce que c'est pour toi une mutuelle? Quel métier? Et qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu cherches un compte distribué? Est-ce que tu cherches une subvention? Est-ce que tu cherches un contrat de prestation de service? Déjà, on vient de parler avec un seul acteur aujourd'hui de 3 métiers et 3 typologies de contrats. Donc ça fait déjà un acteur, 9 modèles économiques qui peuvent se déployer. Après, l'autre sujet, c'est de se dire, est-ce que je vais aller sur un marché solvabilisé, subventionné, c'est-à-dire que je vais trouver un tiers financeur qui va payer la solution, ou est-ce que je vais m'adresser directement au client final? Et là, pour le coup, le client final peut être le bénéficiaire, le client final peut être sa famille, le client final peut être aussi le professionnel qui intervient auprès de la personne âgée, donc le professionnel du service à la personne, le professionnel des établissements. Et encore une fois, on arrive sur des marchés mais qui sont totalement différents. Je veux dire, travailler avec un acteur du service à la personne, ce ne sont pas les mêmes business models qu'aller travailler avec un établissement médico-social, et ce n'est pas la même chose qu'adresser un client en B2C ou à travers sa famille. Donc ça, je préfère partir de la solution pour regarder sur quel business model, en tout cas, ou sur quel marché la solution peut aller. Et ce qui est compliqué en France, c'est l'émiettement des financements. Pour ceux qui veulent aller sur un marché solvabilisé, pour le coup, un marché solvabilisé, ça veut dire, si vous avez l'échelon départemental, 99 conférences des financeurs, dispositifs d'innovation, des caisses de retraite peuvent être harmonisées ou pas suivant la typologie de prestation, et ça demande un temps d'acculturation à l'écosystème qui est important, et c'est là-dessus nous on est complémentaires des autres structures. Nous, c'est notre spécialité, c'est là. On ne fait pas de recherche. On ne fait pas de recherche clinique, on fait un peu d'animation territoriale, mais surtout on fait de la compréhension du secteur tel qu'il est et comment il fonctionne en termes de modèle économique. Et après, c'est bien d'identifier qu'il y a des marchés qui sont un peu particuliers. Je vais vous en citer un, par exemple, celui des établissements. On a l'impression qu'on va aller rentrer là. On tape la porte d'un établissement, il va pouvoir nous financer sur ses fonds propres. Or, malheureusement, le marché des établissements aujourd'hui, des EHPAD et autres, c'est un marché qui fonctionne plutôt en se faisant financer par des appels à projets de tiers. Donc, ils attendent que la solution que vous leur avez présentée rentre dans l'appel à projet d'un de leurs partenaires qui permettra de le financer. Et ça, il faut le comprendre. Parce que sinon, vous pouvez perdre un temps fou à aller taper des portes qui ne sont pas celles qui vont pouvoir vous financer parce que vous ne rentrez pas dans les cases de l'appel à projet du tiers financeur. Et donc, c'est bien comprendre aussi les profondeurs de marché et distinguer les grandes masses, les grandes institutions, mais qui paye quoi dedans et comment il fait. Et on a un sujet, j'ai discuté avec le ministère de la Santé l'autre jour, et on a un vrai sujet aujourd'hui en France, c'est celui de la multiplication des expérimentations, du cycle d'expérimentation permanente. Alors là, je vais le critiquer gentiment, parce que j'aime beaucoup cet appel à projet, mais quand même, on vient d'avoir les lauréats, alors je ne sais pas si c'est public, je ne vais pas dire les noms, dispositif numérique en santé bien dire, France 2030. L'appel à projet, il a commencé il y a 2 ans, aujourd'hui se structurer. Les entreprises, elles sont payées dans 6 mois. En 2 ans et demi, la technologie, les produits ont quand même vachement évolué. Donc on va expérimenter des choses qui pour certains sont devenues obsolètes, ont déjà un temps de retard. Nous, on incite les financeurs aussi à remettre un petit peu de crédit dans les mains du décideur final de l'établissement de la solution de service à la personne, en disant, attendez, si tous ces budgets d'expérimentation permanente étaient redonnés à certains acteurs qui, eux, pouvaient faire la décision d'achat et d'expérimentation en local, on pourrait gagner 1 an et donner un peu plus de visibilité aussi aux entreprises. Donc c'est aussi un petit peu pousser le monde institutionnel à changer de regard sur le modèle économique, à changer sa façon de financer. Aujourd'hui, il y a très peu de lignes de financement de services en établissement. Par contre, des appels à projets pour financer, dans ce cas, alors j'ai plus le chiffre en tête, je suis en train de le cumuler, mais tous les mois, ils sont un appel à projet pour expérimenter X solutions dans X établissements. Et sauf que c'est pas ça qu'aujourd'hui, les enjeux sont trop nombreux. Au regard de ce qui est devant nous, les enjeux sont trop importants pour se contenter d'expérimenter en permanence. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le risque, c'est d'avoir vraiment un vieillissement à 2 vitesses comme on a une santé à 2 vitesses. C'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir se payer, et on le voit sur certains marchés aujourd'hui, qui vont se payer une solution en direct, en B2C, parce qu'ils en ont les moyens, et qui n'est pas toujours d'ailleurs évaluée, qui n'est pas toujours avec de bon niveau de preuve scientifique, et d'autres qui sont malheureusement obligés de compter que sur la solidarité nationale, mais qui ne vont pas avoir le choix des solutions, des fois des solutions peu adaptées ou pas disponibles sur leur territoire. Donc voilà, la compréhension des business models, c'est important. Pourquoi ?
Parce que il faut que les entreprises qui se développent, quand je parle d'entreprise, je parle aussi d'associations pour un service, ou je parle aussi d'entrepreneurs à impact social. Il faut qu'elles puissent avoir une visibilité sur les modèles, les comprendre, qui pourraient exister dans 2, 3, 4 ans. Et si je ne veux plus trop parler de silver economy, pendant un moment on a assimilé le secteur aux startups. Et moi je dis qu'il faut arrêter de chasser la licorne dans l'Eldorado de la silver economy. On ne l'aura pas, ça ne peut pas exister pour X et X raisons. Il faut aussi créer des PME de territoire, des entreprises de territoire, qui font vivre une dizaine, une trentaine de salariés et qui apportent des solutions sur leur territoire. Les problématiques, on les rencontre sur son territoire et les solutions, on doit les trouver sur son territoire. Pour bien dire. Du coup, j'ai assez envie d'entendre Mélanie et Cynthia Rousseau sur justement par rapport à tout ce que vient de dire Romain Gano sur l'élaboration du modèle économique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quel a été votre chemin à vous et où vous en êtes peut-être? J'y vais. Ok. Oui, je reprends ce qu'a dit Romain. Moi, mon modèle économique, en fait, il s'est imposé très naturellement, puisque nous, en fait, on procure du lien social sur la durée. Donc, c'est l'abonnement mensuel, sans engagement, qui semblait le plus naturel pour que la famille, par l'intermédiaire d'une cagnotte familiale, puisse le régler, ou que ce soit avec le concours, comme expliquait tout à l'heure Arnaud, avec un tiers d'un plan, d'une mutuelle ou d'une caisse de retraite qui puisse venir abonder sur cet abonnement. L'abonnement sans engagement, pourquoi? Parce que c'est très flexible, c'est-à-dire que ça peut être pris à n'importe quel moment, résilié à n'importe quel moment. Les gammes, les services, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a plusieurs services. On a la visio familiale, on a également ce qu'on appelle les ateliers ludiques, donc un animateur qui va venir prendre la main sur la télé de la personne par une fonction partage d'écran. Et ça, on l'a développé parce qu'on a beaucoup discuté avec nos premiers clients sur ce qu'ils aimeraient avoir. Donc comme ça, on peut les entraîner, les stimuler d'une manière cognitive, ludique. Ce sont des ateliers, nous, qui sont générés par IA, mais qui sont dispensés par un humain. Donc ça, c'est plutôt cool, à l'ère actuelle où justement l'IA fait un peu peur. Et donc toute cette construction de modèle-là, plus un service agrégé de liens, de plateformes intergénérationnelles pour que la famille puisse jouer ensemble, finalement ce modèle économique, il évolue aussi dans le temps, il n'est pas forcément figé et il va dépendre de la réalité terrain et de la remontée terrain. Et puis juste pour finir sur les institutionnels, il est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis plus en ce qu'on appelle directement vers le consommateur final, donc les familles ou les personnes âgées. Mais on est rentré aussi sur les résidences autonomie et sur les établissements. Ça va être un modèle un petit peu différent parce que justement, il y a ces institutions de type CNSA, de type conférence des financeurs, voilà, qui rentrent en jeu. Et on sait que les établissements trouvent une partie de leur financement à travers ces institutions-là, donc ça change un petit peu le modèle économique. Après, le modèle, il évolue, il ne faut pas avoir peur trop de questionner les personnes, enfin, c'est comme ça un petit peu qu'on le construit au fil de l'eau. Oui, effectivement, ça parle beaucoup, là, tout ce qu'on vient d'évoquer. Pour remettre aussi encore une fois dans le contexte, nous, avant d'arriver sur le marché, donc il a fallu bien comprendre et segmenter un peu nos cibles. Donc on avait vraiment 2 cibles identifiées. On avait tout ce qui était cabinets libéraux, comme des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, et les établissements médico-sociaux, des maisons de retraite, des centres de réadaptation. Et donc ce qu'on a fait le choix, en tout cas, c'était effectivement d'accéder plutôt notre offre sur des cibles qui avaient des décisions d'achat beaucoup plus rapides. Donc on a été d'abord sur des cabinets libéraux et on a fait le choix effectivement d'arriver progressivement plutôt après sur le secteur des établissements médico-sociaux parce qu'on s'est vite aperçu par rapport à ce que disait Romain de la complexité de compréhension du mode de fonctionnement, des multitudes de financements qui sont gérés nationalement au niveau territoire, mais aussi suivant les établissements, ils n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement pour acquérir du matériel. Certains vont faire du référencement et ça passe au niveau national. Certains, il va falloir faire quand même du porte-à-porte. Donc c'était quand même toute cette complexité à intégrer. Donc nous, on a priorisé. Et on a priorisé aussi notre modèle économique dans un premier temps, en proposant donc à ces professionnels et aux établissements la vente du dispositif. Et on fait évoluer aussi notre modèle économique
pour pérenniser la société, parce que le fait de développer un dispositif et de le vendre, ce qu'on appelle one shot une fois, c'est beaucoup d'efforts commerciaux et ça n'est pas périn dans le temps. Donc dans ce travail continu qu'on fait avec nos clients, de bien recenser les fonctionnalités qui vont être ajoutées et qui sont à forte valeur ajoutée, on intègre aussi cette notion de récurrence avec de l'abonnement, des services de maintenance. Donc on fait évoluer le modèle aussi économique par le financement, parce que comme on rentre effectivement de plus en plus dans le secteur médico-social, on intègre des soutiens, notamment effectivement à G2R La Mondiale, qui nous permet effectivement d'intégrer des budgets pour accéder effectivement sur des établissements comme des résidences autonomie. Donc on fait évoluer au fur et à mesure notre modèle. Oui, donc une évolution peut-être, Étienne, si vous arrivez à récupérer le micro allumé, merci Mélanie. Donc dans le cadre peut-être là de l'incubation, donc après la phase d'expérimentation, comment vous accompagnez ces sujets, ces réflexions, et où est-ce que ça coince le plus souvent? Alors, c'est une vaste question, il y a eu pas mal de témoignages sur le sujet. Donc nous, voilà, on a parlé du premier parcours d'accompagnement qu'on propose, surtout sur le test, passage à l'action, aller confronter son idée aux bénéficiaires directs ou pas de la production. Et donc sur le parcours qui suit, l'objectif de ce parcours est vraiment d'accompagner à la pérennité du modèle économique, ou en tout cas de travailler pendant 8 mois son modèle économique, à les tester. Bien souvent, ce qu'on remarque dans l'innovation sociale de manière générale, mais ça se retrouve très bien sur le secteur du vie en santé, c'est que, et comme le disait aussi un peu Romain, parce qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus une santé, un système de santé, un système de bien vieillir à deux vitesses, l'hybridation des modèles aussi qu'on peut retrouver bien souvent, avec voilà, une partie qui va être avec le bénéficiaire qui va être également payeur, une autre partie où ça va être un tiers payeur qui va venir compléter les modèles économiques. Donc voilà, nous ce qu'on pousse les porteurs et porteuses de projets à faire, c'est aller questionner votre écosystème, aller vraiment rencontrer les différents acteurs, les différents potentiels partenaires. Et comme ça vous amènera aussi une connaissance fine, un peu comme c'est Romain. Cet écosystème, si vous le connaissez mal, vous allez avoir du mal à rentrer par les bonnes portes. Donc, utilisez-nous pour qu'on vous mette en lien avec les bonnes personnes qui vont vous permettre d'avoir une vision sur comment il fonctionne et sur comment s'y prendre pour venir répondre aussi aux enjeux des acteurs qui sont déjà connus. Okay. Peut-être pour rebondir sur aussi quelque chose qu'a dit Romain Gagnon tout à l'heure en parlant de structures, alors pas de start-up, pas des licornes, mais des structures ancrées sur leur territoire. Et peut-être pour redonner la parole à nouveau à Mélanie et Cynthia Rousseau, aujourd'hui, quelle est votre intention pour votre entreprise, on va dire à moyen ou long terme? Est-ce que le modèle, c'est de développer un Coucouvisio qui couvre la France entière, l'Europe, le monde, pareil pour FXTime, ou plutôt de s'ancrer solidement sur un territoire et puis après peut-être de nouer des partenariats ailleurs? Bref, comment vous pensez cette évolution? Alors déjà, dans la genèse effectivement de ReflexTime, quand on a pensé perte d'autonomie, on a tout de suite pensé qu'on n'adressait pas uniquement une problématique liée aux Français particulièrement, mais c'était un enjeu que connaissaient beaucoup d'autres pays. Donc très rapidement, en fait, on avait en tête d'ouvrir à l'international, et très tôt, effectivement, notamment un pays a été effectivement moteur dans notre démarche à l'international, qui est en train de se concrétiser, qui est le Canada, et qui est aussi sur des enjeux très forts de vieillissement de la population notamment. Et aujourd'hui, effectivement, si on doit réfléchir sur la structuration de la société, nous, on a ce besoin effectivement de passage à l'échelle, de développer davantage de
dispositifs pour pérenniser aussi la société. Donc on est dans une phase qu'on appelle de scalabilité. Et donc nos enjeux à nous aujourd'hui, c'est de nous structurer en interne, parce que quand on démarre effectivement les premières étapes d'une société, et quand on passe sur de la croissance plus forte, il y a beaucoup de remises en question internes pour réussir effectivement à amener ce passage à l'échelle, cette visibilité, cette capacité à produire également. Donc on est sur ces enjeux-là en parallèle effectivement du développement là, au Canada. Alors moi, c'est une stratégie un petit différente. J'ai été beaucoup accompagnée par la région, par la CARSAT Auvergne, notamment par des partenaires auvergnats. Donc, à moyen terme, c'est vraiment d'avoir une structure qui ait un poids sur la région, qui ait un poids ensuite en France. Souvent, on nous dit, si tu y arrives en France, tu y arriveras partout ailleurs. Donc, déjà, on va être bon à la maison. Et pourquoi aussi? C'est parce que en France, on a une problématique de vieillissement, on a une problématique aussi de perte d'emploi, enfin de seniors qui sont à la recherche d'emploi. Coucou Visio, à travers son entreprise, son entité, c'est une entreprise engagée, donc qui veut créer aussi du territoire, enfin du travail sur son territoire. Donc pour l'instant, pour répondre à ta question, bien que, ayant été outre-Atlantique quand même en 2025, ils ont rencontré une entreprise qui s'appelle juste Apple, on sent quand même que les autres pays sont très intéressés parce qu'ils ont des vraies politiques problèmes de vieillissement. Alors j'ai rencontré des pays comme le Honduras, comme le Japon, comme la Corée, comme aussi donc, le Canada et le Québec. Et en même temps, on fait le choix de rester en France aussi parce qu'on fait ce qu'on appelle du hardware, on fait des équipements. Donc la technologie demande aussi de passer d'autres certifications et d'autres normes dans d'autres pays. Donc pour l'instant, on va être un peu chauvin, on va être bien à la maison et on va redonner du lien aux Français. Et est-ce qu'il existe des solutions équivalentes Alors, non, parce que sinon on n'aurait pas pu breveter. Ouais. On a breveté aujourd'hui notre concept et notre technologie. Aujourd'hui, il va exister des choses, des appels vidéo qui se font sur la télé, parce que peut-être que vous avez déjà fait aussi chez vous à la maison, mais la particularité, c'est vraiment qu'elle se lance à partir du téléphone fixe et que la personne a le choix de faire une visio ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte en discutant avec eux, c'est que des fois, la famille imposait un petit peu la visio en disant le petit-fils, il va être là à telle heure à la maison, on va t'appeler, donc il faudra que tu sois devant la tablette, devant... Alors quand ils y arrivent, voilà, donc c'était... je sais plus pourquoi je dis ça. Bon, je m'arrête là. Peut-être, Arnaud, vous êtes donc à l'interface CARSAT Auvergne, vous faites partie d'un réseau national. Comment vous percevez en fait, ces projets qui naissent sur le territoire, qu'est-ce que vous en attendez, comment vous les accompagnez à grandir? Disons qu'effectivement, là, nous, on vient en soutien, mais après, c'est vraiment les porteurs de projets qui ont leur stratégie. On est là, nous, effectivement, on souhaiterait vivement, comme le disait M. Foudy, qu'il y ait un projet auvergnat qui intègre l'accélérateur national et qu'on puisse porter l'Auvergne au niveau national. Après, c'est assez diversifié nos possibilités d'accompagnement et même d'utilisation de ces différents dispositifs parce qu'on vise vraiment des populations différentes. Je réfléchissais quand j'ai écouté parler, peut-être nous à la CARSAT, en tant que caisse de sécurité sociale, on sera amené à s'adresser aux populations les plus fragiles socialement, ce qu'on essaye de faire avec des partenariats spécifiques avec les CCAS, les bailleurs sociaux HLM, tout ce type d'écosystème. Mais on travaille aussi, par exemple, depuis plusieurs années, on travaille avec une start-up qui s'appelle Apivisio, qui est dans l'accélérateur Nivalab depuis plusieurs années, avec qui on travaille depuis juste avant le confinement. On a passé un partenariat et ils proposent des conférences et des ateliers en distanciel, en ligne, que les personnes peuvent suivre chez elles. Donc on soutient aussi Apivisio dans cette optique-là, de donner aussi des services complémentaires à nos retraités auvergnats. Donc c'est un petit peu du gagnant-gagnant. Voilà. Ce qu'on veut au final, c'est que ça contribue au bien-être de nos retraités auvergnats. Et voilà.
plus de parole pour Jean-Gaël. Oui, c'est intéressant ce que tu donnes. Il y a deux notions sur le territoire qui sont complémentaires pour avoir en tête. Quand on est un entrepreneur, ce qui est important, c'est avoir un ancrage territorial fort. Être bon sur son territoire, avoir le bon écosystème local, et après s'affranchir progressivement de son territoire pour passer à l'échelle et même dérisquer des fois sa solution, y compris à l'international. Mais quand on se pose la question du côté du territoire, il faut faire attention à ne pas vouloir recréer des fois sur son territoire, innover pour innover et recréer des solutions, là où il peut en exister des bonnes solutions ailleurs, et où l'enjeu sociétal qui est devant nous, c'est peut-être des fois de rendre accessible sur son territoire une bonne solution qui existe sur un autre territoire. Et on a vu des financeurs publics s'enfermer dans une logique de recréation de l'innovation. Alors j'en sais pas, c'est pas du tout ici, c'est un département, moi ça m'a fasciné il y a quelques années, qui sort un appel à projet en disant moi je veux que dans mon département tous les établissements publics aient des cases de réalité virtuelle, 4 millions d'euros sur la table pour recréer une solution sur son territoire. Et on avait, alors moi je suis dans une autre institution à l'époque, je me dis c'est quand même bizarre parce que j'avais interrogé des offreurs de cases de réalité virtuelle qui faisaient déjà ça mais sur d'autres territoires, qui disaient nous aurions demandé un devis, ça coûtait 600 000 de déployer notre solution. Mais le département voulait absolument sa solution territoriale et ça va juste coûter 5 fois plus cher en argent public. Je vous dis que la notion de territoire elle est importante en ancrage territorial, mais du point de vue institutionnel, c'est qu'est-ce qu'on veut susciter l'innovation pour répondre à des enjeux non couverts, c'est très bien, mais des fois c'est peut-être apporter un service à des gens qui n'ont pas accès à ce service-là mais qui existent ailleurs. Donc c'est rendre accessible quelque chose qui existe. Et voilà. Étienne, je pense sur cette idée, ça fait le lien avec la troisième brique de Coco Shaker, le déploiement. On va aller passer une par une. Donc on a fait un troisième parcours d'accompagnement qui s'appelle déploiement, et je vois aussi dans la salle des personnes qu'on a pu accompagner sur de l'implantation en Auvergne de dispositifs existants ailleurs, donc pour ça merci Julie notamment qui sont dans le public. Et c'est vrai que l'objectif aussi qu'on poursuit à Coco Shaker, c'est s'il y a des structures qui sont présentes ailleurs dans d'autres régions en France, qui ont des dispositifs innovants qui viennent répondre à des besoins et des enjeux qu'on retrouve sur le territoire auvergnat, c'est de pouvoir aussi les accompagner à s'implanter sur le territoire pour venir répondre aussi aux besoins du territoire. Donc voilà, c'est un peu le lien aussi avec ce que disait Romain. Très bien. Et Solène, même question, vous l'avez dit, il y a un gérontopole dans chaque région. Donc vous avez ce rôle de faire émerger et d'accompagner l'innovation locale. Quel est l'effet réseau national quel modèle vont vous encourager? L'idée c'est ça, l'idée d'une union des gérontopoles, c'est aussi de se dire ce qui marche dans une région peut tout à fait bénéficier à une autre et comment on vient convertir, on vient transférer aussi une innovation pour qu'elle vienne s'ancrer dans un territoire qui a évidemment ses spécificités, ses particularités, mais c'est ça l'enjeu. Et très souvent d'ailleurs, à cette étape un petit peu de changement d'échelle, nous on n'accompagne pas en effet sur les modèles économiques, par contre on a des porteurs de projets qui viennent nous voir en nous disant moi, mon financeur, qui me finance depuis 2-3 ans, en fait, il me demande d'aller prouver, en fait, aussi, d'aller mesurer l'impact. Ça ne prend pas toujours la forme d'une mesure d'impact, mais en tout cas d'aller prouver les effets de mon dispositif dans cette volonté, justement, d'essaimage ou en tout cas de changement d'échelle. Et ça aussi, c'est un vrai enjeu, cette mesure d'impact ou cette mesure des effets, de s'en soucier aussi très tôt, en fait. C'est-à-dire, quand je commence à penser mon projet, je commence aussi à penser comment je vais arriver à mesurer les répercussions qu'a mon projet. Mais en tout cas, on sent sur ces parties modèles économiques, dans leur pérennisation, qu'à un moment donné, il y a cette étape un peu non négligeable, finalement, de la mesure d'impact. Une nouvelle fois, où il y a des acteurs qui existent, qui peuvent accompagner sur ces aspects-là, mais qui est aussi parfois un peu le tournant que va prendre le projet, de part justement, à un moment donné, je prends du recul, je suis capable de prouver, plus ou moins scientifiquement une nouvelle fois, l'intérêt de ce que je fais. Et ça, c'est important aussi. Et puis on sent les porteurs de projets qui viennent nous voir avec cette demande de plus en plus. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Peut-être avant de prendre les questions éventuelles du public, j'aimerais que vous puissiez chacun, en une minute ou deux maximum, en fait, peut-être partager ce qui vous paraît le plus important à retenir de des échanges qu'on a pu avoir et de ce que vous avez pu exprimer et qui vous paraissent nécessaires à entendre quand on est porteur de projet potentiel, donc on fait partie de cet écosystème. On a bien compris qu'il était particulièrement complexe, qu'il y avait un temps important d'acquisition pour bien comprendre et donc pouvoir l'utiliser.
Je ne sais pas, Arnaud, peut-être vous garderez le mot de la fin. Donc, oui, le micro. Ça va être très court. Il y a deux éléments que je mettrai en exergue. C'est nourrissez-vous du terrain. Pour moi, ça reste indispensable et je l'avais évoqué sur une autre table ronde, mais c'est en continu, même si on a mis un service ou un dispositif sur le marché, il faut être toujours sur le terrain, toujours proactif, ça c'est essentiel. Et un autre élément effectivement qui a été dit, qui me semble très important aussi, c'est quand on a une idée, un projet, c'est d'en parler, c'est vraiment dans l'action. Et je pense que c'est même pas le reflet d'une entreprise, c'est le reflet de la vie en général. À un moment donné, il faut bouger, il faut y aller, il faut mettre des actions en place. C'est comme ça en fait qu'on arrive à avancer et à dérisquer pas mal de sujets. Du terrain. Ouais. Merci. Je vais juste dire la même chose que toi, mais autrement. C'est le terrain qui commande. Comme on dit des fois à l'armée, c'est le terrain qui commande. Donc, au bout d'un moment, allez exécuter sur le terrain ce que vous voulez faire. Deux, sur les enjeux qui sont les nôtres, il y a assez peu de chances que, un, vous ayez été le premier à avoir l'idée du siècle, et que deux, vous ayez raison tout seul. Donc, ça veut dire quoi? Il faut savoir s'entourer, donc identifier sur votre territoire, c'est le plus important, les acteurs qui sont à même de vous accompagner et qui connaissent le mieux le terrain pour vous ouvrir des portes. Le problème, c'est le temps qu'on perd au démarrage entre l'idée, le projet et la solution entrepreneuriale. Il y a énormément de temps perdu. Donc, c'est comment on peut s'ouvrir les portes. Et la troisième chose, c'est faire. Ce qu'on attend, c'est exécuter, réitérer, changer le modèle, mais ne pas devenir ce que j'appelle, moi, en caricature, des boîtes d'ingénieurs ou de chercheurs qui passent comme plus de temps à rechercher ce qu'ils pourraient faire de bien qu'aller tester quelque chose sur le terrain avec leurs clients ou leurs bénéficiaires. Voilà. Après, moi, c'est un message optimiste que je porte. La transition démographique, tout le monde la voit comme le risque, le mur démographique, le choc démographique, le vieillissement de la population. Non, il y a un changement de paramètre, mais c'est aussi des opportunités de transformer la société. C'est une opportunité d'un nouveau pacte des générations. C'est une opportunité d'apporter des nouvelles solutions aux gens, de transformer aussi le modèle productif français avec des salariés civilistes, des salariés aidants, des commandants de retraite. Donc c'est ne pas voir le sujet que sur l'aspect incapacité de vieillissement, mais le sujet opportunité, développement, transformation de la société. Il y a plein de choses à faire. Et moi, des sujets qui me passionnent le plus, qui me fait le plus vibrer chez Silver Valley, c'est qu'on en intervient dans des écoles pour parler du vieillissement, mais pas dans des écoles du médico-social. Moi, je refuse d'aller dans des écoles d'infirmières, tout le monde leur en parle du vieillissement. Moi, je vais aller dans des écoles de designers, dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de sciences politiques en disant, mais intéressez-vous à ces sujets. Il y a une transformation qui, comme la transformation écologique, il faut autant de force de vue sur la transformation écologique pour s'en en parler. Donc voilà, regardez le sujet aussi d'un regard optimiste. Merci. Peut-être pour compléter ce que tu disais, moi j'aime bien parler d'une notion qui nous est chère au Géant-Paul, qui est la notion d'agisme, toutes ces discriminations liées à l'âge. Et chacun, en fait, de par notre position, on est aussi les ambassadeurs de ça, et les vecteurs de ces messages optimistes sur le vieillissement de la population. Et même en tant que porteur de projet, quand on vient innover dans le champ du vieillissement et de la gérontologie, on se doit aussi finalement de porter ces messages et de s'intégrer dans cette mouvance positive d'un vieillissement en santé qui vient considérer finalement le parcours de la personne qui vieillit, que ce soit un parcours de vie, un parcours résidentiel, un parcours de santé, pourquoi pas. Mais l'enjeu, c'est ça aussi, c'est d'être un peu les ambassadeurs, en tout cas d'avoir conscience de ce que l'agisme aussi peut renvoyer et peut générer sur la santé, sur la qualité de vie, sur l'espérance de vie même. Il y a des études qui le montrent. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi, je crois, corrélé à tout ce qu'on vient de se dire. Pour reprendre un peu ce qui a été dit quand même, mais moi je vous conseillerais que vous soyez entrepreneur, porteuse de projet ou acteur de l'écosystème qui est aussi à la recherche de découvrir d'autres solutions qui peuvent exister. Mettez-vous en réseau, venez à des événements comme celui-ci ce soir pour découvrir un petit peu d'autres acteurs. Là, il va y avoir un temps juste derrière avec un petit pot et du coup, ce sera l'occasion d'échanger les uns les autres. Servez-vous de ces temps-là et j'en profite aussi pour la 8e édition cette année. À l'automne, on organise avec la CARSAT Auvergne, à Jérusalem Mondial et Malakoff Humanis une journée sur le vieillir en santé à destination des acteurs en Auvergne de la thématique. Donc c'est typiquement le genre de journée où vous allez pouvoir rencontrer 30, 40 personnes qui agissent sur cette thématique-là et pour construire avec ces personnes aussi des solutions pour demain. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de la table ronde, c'est ça? C'est ça d'accord. Ok. Comme a été dit aussi par tout le monde, c'était vraiment de ne pas rester seul. Alors, on va parler de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme parce que c'est là où nous sommes. Mais il
y a quand même un écosystème très riche, il y a plusieurs incubateurs, qui ont chacun un petit peu leur vocation, donc il ne faut pas avoir peur de les questionner tous par rapport à votre projet. Si c'est eux, ils vont vous le dire, hein, ils sont super honnêtes. Si c'est eux qui sont en mesure de vous apporter en fait le meilleur accompagnement, donc ça c'est plutôt cool. Et puis il y avait un autre truc qui avait été dit, mais je ne sais plus, que je trouvais vraiment très pertinent. Mais en fait, vu que tout était pertinent, effectivement, je m'arrêterai là. Merci. Alors, juste avant de donner le mot de la fin à Arnaud, on a une petite vidéo surprise hop. Alors, la surprise, c'était la thématique de l'année pour la Clermont Innovation Week. Et donc là, c'est Aaron Teboul qui nous parle. Bonjour Clermont, je m'appelle Aaron Teboul, je suis fondateur de Cliquez-moi. Malheureusement, je ne pourrais pas être présent avec vous aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous adresser ce message par voie digitale. Donc, j'ai 25 ans, j'ai fondé donc l'entreprise Cliquez-moi, une entreprise aujourd'hui engagée dans l'inclusion numérique et la prévention des arnaques en ligne. Pour vous raconter de manière très synthétique ce que nous faisons, on accompagne aujourd'hui des milliers de personnes partout en France à travers des ateliers numériques qui sont animés par des étudiants que nous sélectionnons, formons et rémunérons. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 900 villes en France. On a accompagné au total plus de 90 000 personnes, 5 000 jeunes formés dans ces 900 villes en France. Et on a lancé tout récemment une nouvelle activité autour de la prévention des arnaques en ligne qui s'appelle Ernest, et je vous en parle juste après. Pour vous raconter aussi la partie plutôt interne de la boîte, donc aujourd'hui on a une équipe qui grandit, on est une quinzaine de personnes, on travaille avec des partenaires comme des banques, des assurances, des mutuelles, des opérateurs, certaines CARSAT aussi notamment. Et toute l'histoire a commencé à Clermont-Ferrand lorsque je faisais mes études d'ingénieur à Sigma Clermont. De mémoire, je crois que maintenant c'est INP Clermont. À l'époque, il faut savoir que je n'avais pas vraiment de projet structuré ni de business plan solide. La réalité, c'est que j'ai créé mon association junior quand j'avais 15 ans. J'étais convaincu d'une chose et j'avais une intuition, c'était que la fracture numérique allait se grandir. Donc j'avais surtout beaucoup d'énergie et beaucoup de doutes. Et c'est ici que l'écosystème a fait la différence. J'ai d'abord été accompagné par le Pépite et surtout par l'incubateur Coco Shaker qui m'a aidé à transformer une idée un peu floue en un vrai projet. Et c'est ici qu'on a fait évoluer Cliquez-moi d'une association vers une entreprise à impact, aujourd'hui labellisée ESUS, donc de l'économie sociale et solidaire, avec un modèle viable. Et aujourd'hui, voilà, sans avoir levé de fonds, on fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a toujours des recrutements en cours et un impact qui grandit au quotidien. Et ça, c'est pas anodin parce que ce que vous avez à Clermont, c'est ce que beaucoup de territoires n'ont pas. À mon sens, un écosystème accessible, bienveillant, exigeant. Et alors mon conseil, si vous êtes en train de lancer votre projet ou même si vous êtes déjà à l'étape d'après, c'est de rester pas seul. C'est vraiment de bien s'entourer. Ça paraît d'être un conseil simple, mais moi, c'est ce qui m'a en réalité sauvé. Il faut savoir que Ernest, donc, qui est une application pour lutter contre les fraudes pour les particuliers, puisqu'il y a aujourd'hui 25 arnaques subies par minute. C'est un petit peu comme si on avait recréé une structure de zéro. Donc on est reparti avec la seule recette magique qui marche, c'est de co-construire avec les utilisateurs, c'est d'aller se challenger sur le terrain, d'avoir des retours et des feedbacks. Et c'est ça qui a marché en réalité et qui a fait la différence. Et aujourd'hui, en 6 mois, on a fait ce qu'on a fait chez Cliquez-moi en plusieurs années. Donc mon conseil, c'est vraiment voilà, de confronter vos idées, d'accepter qu'elles soient challengées, bien évidemment en toute bienveillance. C'est souvent inconfortable, mais c'est aussi ce qui fait avancer. Et surtout, il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. On va apprendre vraiment vite sur le terrain. Et aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que ces phases d'accélération en fait, se ressentent le mieux. Donc voilà, profitez vraiment de cet environnement, testez-vous, trompez-vous, recommencez, mais surtout avancez et passez à l'action. Je vous souhaite un très bon événement à tous et au plaisir d'échanger. À bientôt.
Alors Aaron, c'est un garçon brillant parce qu'il a créé sa première association qui s'appelle SOS PC ou quelque chose comme ça. Il avait 15 ans pour aider les seniors à utiliser des PC. On dirait pas, il en a 25 ans aujourd'hui, il a accompagné plusieurs centaines de milliers de personnes aujourd'hui grâce à des solutions Click et moi qui font deux choses. La première, c'était des solutions sur des ateliers numériques d'acculturation avec des étudiants. Et sa nouvelle solution, Ernest, c'est un outil qui est génial pour accompagner au départ des seniors sur tout ce qui est détection des fraudes et des tentatives de scam. Donc c'est un petit outil qui est très simple. Un senior a un doute et il dit j'ai reçu tel message et autres, et on va lui dire si c'est une fraude ou pas. Mais il est extrêmement en avance, toutes les fraudes, il les détecte très vite sur des sites. Et maintenant, aujourd'hui, il travaille avec beaucoup d'acteurs de la protection sociale, des banques assureurs, qui vont, on va revenir en monnaie connue, proposer ce service-là à leurs clients seniors, et même ce sujet est en train de dépasser les clients seniors. Et c'est. Gérard, c'est aussi incarner l'optimisme. Il a tout de suite vu qu'il y avait des sujets à traiter, il a fait avec des étudiants, il a fait bien, et il l'a fait, il avait 15 ans. Donc voilà, c'est un des plus vieux entrepreneurs du secteur alors qu'il a que 25 ans. Merci pour le résumé. Et donc la surprise, c'est qu'il était étudiant à Clermont, qu'il a été incubé par Coco Shaker, voilà, et qu'il est parti ensuite créer sa société en Île-de-France. Donc voilà, donc il nous montrait qu'on avait toutes les ressources en Auvergne pour pouvoir démarrer son projet et grandir ensuite et passer au niveau national. Merci, je vous laisse le mot de la fin. Je trouve que vos regards étaient tous très complémentaires et très enrichissants. Je n'étais pas objectif, mais j'ai trouvé très riche tout cet échange et je vous laisse conclure. Eh bien, écoutez, moi, assez rapidement, un grand merci à tous, un grand merci à nos intervenants qui, effectivement, ont tous été complémentaires et j'ai trouvé très pertinents. Un grand merci aux participants, à l'auditoire qui j'ai vu, était très attentif aux échanges. Un grand merci aussi au conseil d'administration et à la direction d'Acarsat d'avoir permis de tenir cet événement. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant, mais on voit qu'il est complexe. Et ce soir, je pense que les porteurs de projets ont pu avoir quelques clés, vraiment un discours véritablement cash et honnête sur voilà, il ne faut pas être amoureux de sa solution comme le disait Étienne. Je pense je peux même prendre le conseil pour nous en tant que caisse d'assurance retraite, d'avoir du discernement dans l'accompagnement des projets. Et bon, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté des choses. Il y a une captation de la conférence qui a été réalisée, donc on va le mettre en ligne sur le site de la CARSAT. Vous pourrez le revoir ou le partager aussi avec l'ensemble de votre réseau. Et puis on va pouvoir continuer à échanger de manière un petit peu moins peut-être informelle, agréable autour d'un verre et de quelques amuse-bouches. Voilà. Merci à tous en tout cas. Bravo.